Alors, on va se présenter. Alors oui, la présentation est enregistrée pour tout le monde. Donc, moi, Sandy Blondel, je suis radiopharmacien à l'Institut Curie. Nous sommes accompagnés de Marie-Dominique Brunet. Ouais, tu peux peut-être faire un petit… ton micro est coupé, Marie-Do. Voilà. Désolée, effectivement, Marie-Dominique Brunet, donc CHU Grenoble. Donc, j'ai participé donc, au groupe de travail donc, avec donc, Hélène et Dimitri qui font partie de l'ANAP et qui vont se présenter. Bonjour à tous, donc Hélène Echenier, je suis pharmacien à l'ANAP. Et merci beaucoup pour l'invitation à la SOFRA et au CNRPH. Bonjour, donc moi je suis interne en pharmacie et j'ai réalisé un semestre à l'ANAP qui a été riche et du coup on a travaillé avec le groupe de travail en radiopharmacie pour fournir différents outils et fiches pratiques qu'on va présenter tout à l'heure. Voilà, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Donc c'est vrai qu'il y a eu une première session de fête. On avait déjà un peu présenté ce travail au congrès Convergence Santé il y a une ou 2 semaines et on voulait pouvoir faire participer le maximum de personnes pour présenter tout le travail qui avait été fait. Donc, on aura un temps d'échange à la fin de la présentation, si vous avez des questions, des commentaires. Et si vous voulez, on va essayer de suivre aussi les petits messages que vous pouvez mettre par écrit au niveau des discussions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. C'est surtout pour échanger qu'on fait ce webinaire. Alors, là, je vais laisser la parole à Hélène qui va présenter l'ANAP. Tout à fait, merci beaucoup. Si tu peux passer… Ah oui. Merci. Donc, je voulais très rapidement, pour pas que ça empiète sur vos discussions qui vont être riches, c'est vraiment pour vous présenter l'ANAP. C'est l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale. On a été créé en 2009. On est donc rattaché au ministère de la Santé avec un conseil d'administration qui est paritaire et avec des administrations centrales et des fédérations. On est en fait une agence d'expertise, de conseil public et qui est fait par les professionnels, et là, on a travaillé avec les radiopharmaciens et pour les professionnels, et donc pour vous. Et nous n'avons aucun rôle de régulation ni de contrôle, c'est important à savoir. Alors, notre mission, c'est vraiment de soutenir, d'outiller, d'accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux dans l'amélioration de la performance. Juste… performance, des fois, il y a eu vraiment, il y a toutes les dimensions de la performance. Donc, il y a la performance organisationnelle que l'on a vraiment traitée avec les radiopharmaciens. On a la performance territoriale pour mettre en place des organisations, l'accès aux soins à tous et à chacun. On a également la performance sociale, environnementale et numérique. Et puis, in fine, elle est économique, bien sûr, et financière, mais ce n'est pas le point d'entrée, mais une résultante de toutes les performances dont je vous ai citées. Si tu veux peut-être passer rapidement, voilà. Je suis trop loin, attends. Je me remets. Hop. Voilà, donc juste pour, effectivement, on travaille sur la pharmacie, mais on a aussi 6 pôles d'expertise qui sont de l'usage numérique à la prise en charge de filières de soins, l'organisation des séjours, les plateaux techniques, donc la pharmacie est dans le pôle prise en charge. On travaille également sur l'investissement, sur la logistique, sur le développement durable. On a aussi un autre pôle sur l'économie, l'ingénierie financière, l'usage de l'IA et les data, le parcours sanitaire et médico-social et sur tout ce qui est ressources humaines. Donc, vous voyez, on a vraiment tout le panel de la performance au sein de l'ANAP. On a une offre globale alors qui est vraiment sur trois axes.
On produit des contenus opérationnels que l'on essaie, et c'est le travail qu'on a fait avec vous, d'être synthétique, opérationnel et technique. On sait que vous n'avez pas le temps de lire, donc on essaie vraiment d'être synthétique. Et on peut faire des visios, des vidéos, des webinaires, en fait, beaucoup de contenus différents. On a également le rôle de rassembler des professionnels pour mettre en réseau. On a à peu près 450 réseaux d'experts qui sont à nos côtés, puisque nous, on est à peu près 90-100 collaborateurs qui viennent du terrain. Et donc, pour faire tous les projets, vous imaginez le nombre, on s'appuie sur ces réseaux d'experts qui sont là pour rassembler autour de nos outils, de partager, trouver ensemble des solutions concrètes au sein, par exemple, des communautés de pratique. Donc là, on a une communauté de pratique qui est sur l'APRO, qui est spécifique Outre-mer, mais qui va s'ouvrir sur une communauté de pratique APRO. Et donc, on sait qu'après le Covid, c'était important. Et puis, aussi une qui va arriver, qui est l'IA et la pharmacie. Et enfin, on intervient sur le terrain avec des experts du réseau, des experts de l'ANAP et des consultants externes pour accompagner les professionnels sur la mise en œuvre et de leurs projets performance. On peut intervenir soit sur des appuis qui sont directs, donc au sein de l'établissement, mais également, nous avons des appuis terrain qui sont collectifs et vous pouvez effectivement demander d'intervenir par vos directions si vous avez envie, un projet de performance au sein de votre établissement. On peut vous aider sur ce point-là. Voilà, juste pour vous dire les thématiques. Alors, juste pour vous dire que pour toutes les productions, tout ce que vous avez, que l'on fait à l'ANAP, c'est gratuit. Vous avez à vous connecter sur le site et vous avez finalement ensuite à faire votre compte qui est personnel. Et ensuite, toutes sortes de productions pourront être téléchargées gratuitement. Sur les thématiques, et pour vous faire un point quand même pharmacie et stérilisation, sur quoi on a travaillé actuellement, on a travaillé sur l'organisation des PUI avec tout ce qui est gestion de stock, la pharmacie clinique, les activités, les pilotages et la valorisation, on vous en parlera tout à l'heure, les ressources humaines, le management. Le dialogue entre la PUI et les autres services. On a travaillé sur les circuits du produit de santé, donc c'est évaluer le niveau de sécurisation. On a travaillé également sur la radiopharmacie, et c'est le thème d'aujourd'hui, sur les EHPAD, sur l'HAD, tout ce qui est coopération territoriale, hein, comment organiser son territoire sur le thème de la PUI territoriale, sur la stérilisation, et également sur le système d'information qui est crucial actuellement avec les spécificités, les exigences réglementaires techniques qui sont actuellement nécessaires à cette informatisation des produits de santé. La slide suivante. Et donc, vous dire que l'on travaille avec nos collaborations, on travaille avec toutes sortes donc de sociétés savantes, mais également d'ARS, d'Omedit, l'ATIH pour l'unité d'œuvre de pharmacie, et on en a oublié, hein, et également avec vous, bien sûr, et également avec les établissements. C'est-à-dire que quand on fait des groupes de travail, on va chercher des professionnels qui sont sur le terrain pour vraiment avoir l'avis du terrain et ne pas faire ça d'une manière déconnectée du terrain. Voilà pour ma partie. Sandy, alors oui, je vais reprendre la main. Donc c'est vrai qu'on on avait fait un groupe de travail, donc il y avait avec l'ANAP, hein, et ça a permis d'élaborer des fiches pratiques et aussi un outil d'autodiagnostic. Donc on va déjà vous parler des fiches pratiques. Alors, dans le groupe de travail, il y avait des radiopharmaciens, mais on ne travaille pas tout seul. Donc, on avait fait aussi appel aux préparateurs, aux manip radio pour avoir leur retour sur les documents produits. Hein. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans le groupe de travail? Non, c'était les professionnels qui exercent dans la radiopharmacie. Donc, les fiches pratiques, elles sont toutes conçues de la même façon.
Donc, il y a une partie qui reprend un peu le contexte de la fiche, qui reprend la cible, quels sont les professionnels à qui sont destinées ces fiches, les enjeux, avec aussi des petits dessins qui reprennent l'aide à la décision là, pour connaître est-ce que c'est difficile à mettre en œuvre ou pas, est-ce qu'on a des résultats rapidement ou pas, est-ce que ça a un impact plus ou moins important. Voilà, ça propose aussi des indicateurs de suivi des actions qui sont mises en œuvre, les outils. Il y a les fiches pratiques, mais en plus, à côté de ça, on a aussi essayé de faire remonter les documents qu'on a tous dans nos hôpitaux ou un peu dans des documents produits par les associations qui peuvent être intéressants pour les professionnels. Donc, tout ça, c'est dans le même package, on va dire. Il y a aussi tous les prérequis, les clés de la réussite et comment mettre en œuvre tout ça. Donc, c'est des fiches qui sont assez synthétiques, qui sont assez simples, voilà, qui sont pédagogiques normalement et voilà, et qui sont faites par les gens de terrain. Donc, c'est vrai que c'est quand même, c'est vrai que c'est intéressant pour les professionnels. Alors, en radiopharmacie, donc on a eu des brainstorming pour essayer de savoir quels étaient les thèmes sur lesquels il fallait écrire des choses. Parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de documents. Donc, je ne sais pas si tu voudras en reparler après, Hélène, mais c'est vrai que déjà, la pharmacie hospitalière n'est pas forcément bien connue des directions, des autorités de santé, etc. Alors, la radiopharmacie, c'est vraiment la niche que personne ne connaît. Donc, et quand on regarde la littérature, il y a quand même des articles qui sont écrits, mais pas forcément sur nos organisations. Et on se rend compte que quand on a rédigé toutes ces fiches, que nos organisations sont très, très complexes. Alors, les fiches, il y a 5 thèmes dans lesquels on les a répartis. Donc, il y a l'organisation interne, les équipements, management RH, support et gouvernance. Donc ça, je vous invite à aller sur le site de la NAP. Donc, en organisation interne, on a des fiches sur comment organiser un approvisionnement efficace, comment mettre en place une démarche qualité et gestion des risques, comment organiser, optimiser les activités et le circuit des produits de santé consommables en radiopharmacie. Pour la partie équipement, c'est comment gérer les ressources humaines et matérielles en adéquation avec l'activité. Pour tout ce qui est management RH, il y a gérer les ressources humaines et aussi mettre en place et maintenir un système d'information performant. Tout ce qui est support, c'est comment concevoir, qualifier et maintenir des locaux et aussi comment mettre en place et maintenir un système d'information performant. On retrouve un peu les mêmes items que dans le management RH. Et dans la gouvernance, donc c'est organiser la radiopharmacie et puis renforcer les liens avec le reste de la pharmacie à usage intérieur, piloter l'activité avec des indicateurs et puis valoriser notre activité et renforcer les liens avec les partenaires et l'institution. On va vous présenter que quelques fiches parce que voilà, il y en a. Après, il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Mais voilà, au moins c'est formalisé, c'est écrit. Si un jour vous avez besoin de communiquer sur votre activité, au moins il y a ces outils qui sont rédigés et vous pouvez vous en servir. Alors, par exemple, là, on voulait vous présenter comment valoriser l'activité en radiopharmacie et puis renforcer les liens avec les partenaires et les institutions. Donc ça, c'est une fiche qui reprend un peu toutes les interactions avec le gérant de la PUI, avec le personnel de la radiopharmacie, les cadres de santé, manipulateurs, préparateurs, les autres personnels qui sont amenés à travailler avec nous, et puis les liens particuliers qu'on peut avoir avec le conseiller en radioprotection, les médecins nucléaires, etc. Donc, ça permet de savoir comment on peut… ça donne des pistes sur comment communiquer avec les personnes au quotidien, avec les directions, sous forme, ça peut être des réunions, etc.
Et puis, alors, quand on a rédigé ces fiches, alors, je vous ai dit déjà, on s'est rendu compte qu'il nous manquait des documents. Et là, à chaque fois, ce qui ressortait dans des réunions, c'est qu'on n'a pas forcément de contrat formalisé entre la radiopharmacie et la médecine nucléaire. Il n'y a pas de documents dans nos services, enfin, en tout cas dans ceux qui étaient dans le groupe de travail, qui décrivent les liens, les responsabilités de chacun. Voilà, par exemple, un peu comme pour les chimios, le médecin s'engage à ce que la prescription soit faite à telle heure pour que le pharmacien derrière ait le temps de la valider et de faire l'analyse de la prescription. Il n'y a pas forcément de documents qui décrivent les projets en commun, comment sont prises les décisions, etc. Donc, le syndicat était partant pour faire un groupe de travail sur ce sujet, pour rédiger un contrat type entre la médecine nucléaire et la radiopharmacie. Donc, ça, si ça vous intéresse, je vous invite à contacter le syndicat. Vous mettez un petit mail au secrétariat et puis on vous fera participer à ce groupe de travail. Voilà. Donc, il y a aussi… Voilà. Pardon ? Je voulais faire le focus, tu sais, sur la gestion de projet. Voilà, c'est ça. Moi, tu voulais finir sur peut-être la page. Non, vas-y, Marie. Oui, simplement, moi, je vous invite aussi à vraiment aller voir les différents outils proposés par la NAP, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, je ne suis pas allée de partout parce que c'était c'est un peu chronophage, mais vraiment, il y a vraiment des aides méthodologiques. Et moi, je voulais justement juste appuyer sur cette fiche qui s'appelle gestion de projet. Et on n'est pas formé, enfin, pas pour ma part, en tout cas, certainement pas, par rapport au management, par rapport justement à tout ce qui est changement. Et souvent, on arrive dans nos équipes, puisqu'on est on travaille en équipe, justement, je pense que ce mot est très important. Et donc, on a des freins, on a aussi, nous, en tant que radiopharmaciens, pas identifié des limites, des dangers. Voilà. Et cette fiche gestion de projet, la voir, je trouve qu'elle est très intéressante pour justement accompagner à l'innovation, parce que dans notre activité, on a de la chance d'avoir des activités innovantes, donc il faut vraiment en profiter et puis d'en pouvoir, donc du coup, innovation veut dire changement, et donc pour pouvoir entraîner toute notre équipe avec nous. Voilà, je voulais juste faire ce petit point parce que je trouvais que c'était intéressant de faire part de chacun, on fait part de notre expérience, ce qu'on a vécu. Alors, il y avait une autre fiche aussi qu'on voulait vous présenter, c'est comment organiser la radiopharmacie et renforcer les liens avec le reste de la PUI. On l'a vu, il y a eu la lettre blanche qui a été diffusée à tous les gérants de la PUI, qui a permis un peu de communiquer sur nos activités, avec comment formaliser les liens entre radiopharmacie et PUI, redéfinir les responsabilités. Voilà, donc on travaille aussi beaucoup avec la pharmacie à usage intérieur. Donc voilà, comment renforcer la cohésion dans les équipes. C'est vrai que des fois, il y a beaucoup d'activités de la radiopharmacie qui sont similaires à celles des restes des activités de la PUI. Donc, il y a vraiment un intérêt à partager nos expériences. Alors là, voilà, ça juste, et dans les outils qui peuvent vous aider, qui accompagnent ces fiches, mais qui étaient déjà disponibles sur le site du syndicat. Donc, on avait fait un petit groupe de travail qui réexplique les missions et les activités d'un radiopharmacien, une fiche de poste, et puis il y avait aussi un modèle de délégation du gérant que vous pouvez utiliser dans vos structures. On a aussi la fiche piloter la radiopharmacie avec des indicateurs. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose où on n'est pas forcément à l'aise, parce que ce n'est pas des choses qu'on nous apprend. Donc, identifier et quantifier les écarts par rapport aux objectifs. Encore faut-il qu'on ait fixé des objectifs. Quels indicateurs suivre, parce qu'il faut que ce soit des outils des indicateurs qui soient très faciles d'accès. Donc, je vous invite à contacter vos éditeurs de logiciels pour que vous ayez des extractions automatisées des données, parce qu'il ne faut pas perdre de temps là-dessus. Voilà, qu'on passe du temps à les analyser, d'accord, mais à les extraire, non. Et puis, alors là, je vais laisser la parole à Hélène, qui avait travaillé sur l'unité d'œuvre en pharmacie hospitalière.
Oui, donc en fait, nous avons travaillé sur une nouvelle unité d'œuvre de pharmacie. Je vais peut-être avoir la slide prochaine si tu veux, Sandy. Juste, voilà. En fait, comme vous le savez, les unités d'œuvre sont auprès de la TIH et de la base d'Angers. C'est une unité d'œuvre composite et nous avions avant une unité d'œuvre de pharmacie qui correspondait au nombre de lignes de délivrance. C'est-à-dire que pour les contrôleurs de gestion, les financiers et la direction, notre activité, c'était ce que l'on délivrait et c'était tout. Donc, la TIH a revu ces unités d'œuvre, a vu que les unités d'œuvre n'étaient pas pertinentes et ne représentaient pas l'activité. Il nous a demandé de travailler dessus. Et donc, nous avons travaillé en 2020 sur cette unité d'œuvre avec un groupe multidisciplinaire, mais également les syndicats, les sociétés savantes, l'ordre, la TIH, bien sûr, et la base d'Angers. Et en fait, le constat premier, il faut que vous l'entendiez, c'était les contrôleurs de gestion qui étaient là, c'est la pharmacie, c'est une boîte noire. Et tu l'as dit, Sandy, c'est-à-dire que voilà, qu'est-ce que vous faites? On ne sait pas. Et donc, dans un premier temps, on a découpé en 25 activités. Il faut savoir qu'on avait travaillé avant avec la SF2S pour la stérilisation sur une unité d'œuvre de stérilisation. Donc, elle est maintenant, on ne parle que qui étaient des mètres cubes avant et maintenant, on ne parle plus qu'en unité d'œuvre. Et donc, on a travaillé sur une unité d'œuvre de pharmacie qui était assez complexe car 25 activités et donc, finalement, elle devait être composite. Donc, au courant 2020, on a fait des appels à candidature pour essayer de chronométrer finalement on avait listé toutes les activités qui représentaient à peu près 97% de ce que l'on faisait. Ensuite, de se dire combien de temps, donc réellement en chronométrant, et ça donnait une pondération. Et quand je vous dis composite, c'est-à-dire que tout l'établissement, toute la PUI, en fait, met ses données, qu'elle fait, bien sûr, et puis il y a une multiplication par une pondération et ça donne le nombre du haut. Ça sert à quoi? Ça sert à renforcer le dialogue de gestion. Comme je vous ai dit, ça montre ce que vous faites, ça montre l'évolution, ça valorise. Hein. C'est très, très important de valoriser. Et c'est vrai que, comme tu le disais, Sandy, on n'était peut-être pas très bon dans ça, dans valoriser ce que l'on fait. Ça appuie le pilotage interne parce que le pharmacien de service qui voit en fait sa unité d'œuvre et l'évolution et ça remet les moyens finalement suivant l'activité. Ça facilite le benchmark parce que il faut savoir que ces bases Angers et la TIH, il y a un retraitement comptable. Ce retraitement comptable, c'est on met les unités d'œuvre, on met le coût du service et on divise et ça donne un coût. Donc, effectivement, tout le monde peut se comparer sur le retraitement comptable et sur l'étude nationale des coûts. Et enfin, quand on part sur le territorial, effectivement, on peut faire des projections d'organisation, puisque en fait, il faut bien comprendre que l'UO, certes, c'est de la prod, mais après, on met du RH dessus, et donc, on peut faire des organisations, et on l'a bien vu quand on a travaillé avec vous, que vous aviez des organisations différentes, et en fait, c'est pour arriver à une organisation qui soit efficiente par rapport à votre coût, et ça, c'est ce qu'on vous demandera, et il ne faut pas se cacher derrière ça. Peut-être focus, l'autre slide, peut-être un focus donc sur la radiopharmacie. Juste pour vous faire un point sur la radiopharmacie, on a eu que 13 radiopharmaciens, enfin unités qui nous ont, activités qui nous ont répondu. Donc, bien sûr, sur 13, par rapport au volume que vous êtes, c'était tout juste pour faire les pondérations.
Donc, il a été dit que de toute manière, il faut partir sur quelque chose. L'unité d'œuvre, on sait très bien, voilà, elle doit évoluer, mais dans 3 ou 4 ans, vous aurez à travailler, à revoir si ces unités d'œuvre vous correspondent et correspondent à votre activité. Et ça sera un travail qui sera repris par vous, mais la TIH et la Bâche d'Angers, on est tout à fait d'accord. Il faut laisser partir cette unité d'œuvre de toute manière pendant 3-4 ans, voir comment ça vit, et on ne peut pas changer parce qu'après, il n'y aura plus de repères par rapport à la personne avant. Donc, 2 choses. Il faut que vous notiez effectivement que quand l'unité d'œuvre est remplie, que vous notiez vos données, que vous le donniez tout ça à votre chef de service, ou contrôleur de gestion qui va faire ça, mais également pensez que là, on est allé sur de la prod. Et donc, enfin, c'est sur des choses qui sont physiques, mais vous faites de la pharmacie clinique, vous faites des commandes, et donc, il faut prendre le tableau dans l'ensemble d'entièreté pour remplir. Là, j'ai fait un focus juste sur vos données, mais il faudra aller voir les ruptures. Vous verrez qu'il y a plein de choses où vous avez une action. Et je vois le commentaire par rapport au SI, c'est ce que Sandy disait, c'est-à-dire que réellement, si votre extraction de ces données-là sont automatisées, bien sûr, puisqu'on vous le demande chaque année, ça sera beaucoup plus facile pour vous de l'extraire. Et ensuite, plus vous êtes à le demander, plus les éditeurs vont le faire d'une manière extraction. On me dit, si tous les radiopharmaciens me demandent ça, pour eux, c'est plus facile de le faire que s'il y en a un seul qui le demande. Juste Hélène, donc oui, là effectivement c'est ce que tu dis, donc il y a toute cette partie à remplir, donc attention, si vos gérants de PUI vous demandent, ou les contrôleurs de gestion, le nombre de préparations que vous faites par an, demandez-leur à quoi ça va servir, parce que derrière, il y a donc ces lignes-là pour la radiopharmacie et il y a toutes les autres lignes dont tu parlais, et là j'ai revu parce que j'avais oublié, il y a des lignes sur les ATU, donc les accès précoces, donc nous avons. J'ai dû en louper. Il y a le nombre de ruptures de stock avec changement de produit, parce que là, je sais que ça va vous parler. On a cette semaine, en ce moment, on est beaucoup dedans en radiopharmacie. Et il y a aussi le nombre d'interventions pharmaceutiques dans l'analyse de prescription. Donc ça aussi, ça apparaît pas dans le focus radiopharmacie, mais ça apparaît. Enfin, il faut quand même que ça apparaisse quelque part parce que c'est du travail. Donc, il faut que ce soit valorisé. Voilà, c'était juste une aparté. Voilà. Et c'est vraiment, je crois que ça va être important. C'est un moment important. C'est là où on décrit. Et il ne faut pas, il faut pas que la radiopharmacie soit oubliée parce que vous êtes aussi dans la PUI et ça, c'est très important de valoriser. Là, en plus, il y a des nouvelles choses qui sortent sur sur la facturation des actes pour les équipements lourds et tout. Donc, si on peut montrer que le radiopharmacien passe du temps à faire des choses, ça peut peut-être faire bouger les choses. Voilà. Alors, il y avait une fiche aussi sur comment organiser et optimiser les activités de radiopharmacie et le circuit des produits de santé. Donc là, on s'est rendu compte qu'il nous manquait des documents, entre autres, sur la libération pharmaceutique. Donc, on a fait un petit GT flash avec le syndicat pour produire un petit logigramme avec que doit contenir un dossier de l'eau, les acteurs et les intervenants dans la libération de l'eau, parce que ce n'est pas juste un clic. Voilà, ce n'est pas juste le clic, j'ai vérifié que les contrôles qualité étaient conformes, mais c'est est-ce que mon personnel est habilité, est-ce que mes locaux et les équipements sont qualifiés, etc. Donc, ces documents sont amenés à évoluer. Là, on n'a pas parlé non plus des contrôles bactériologiques qui peuvent être faits. Donc, ça, je pense que c'est des outils qui sont amenés à évoluer et ça, faudra retravailler dessus. On s'était rendu compte aussi qu'il manquait aussi peut-être un logigramme nouvel acte, à quoi on doit penser quand on a un nouvel acte en radiopharmacie, un nouveau type de préparation, etc. Et tous les interlocuteurs à mettre dans la boucle.
Les paramétrages du logiciel, on revient dessus, etc. Donc, il faut penser à faire une cartographie des risques, avoir une démarche d'amélioration continue. Voilà. Puis, bon, là, je l'ai déjà dit, mais ouais, pour gérer l'innovation, toutes les choses auxquelles on doit penser quand on a un nouvel acte. On a aussi la fiche « Mettre en place une démarche qualité, gestion des risques », donc mettre en place le système de management de la qualité, la gestion des risques, la gestion des documents. Donc ça, voilà, on a mis par exemple une procédure gestion des anomalies en radiopharmacie qu'avaient fait nos collègues de Caen, de mémoire. Voilà. Avec, et là, voilà, on se rend compte qu'on fait tous un peu les mêmes procédures sur nos sites. Donc, là, on a essayé de réfléchir à comment partager nos documents. Alors, si vous avez des idées, on est preneurs, mais là, je vous rappelle, sur le forum du syndicat, maintenant, il y a possibilité de mettre des documents. Donc, quand vous répondez à une question ou que vous posez une question, vous pouvez mettre un document en pièce jointe. Donc, ça va faciliter les échanges, j'espère. Voilà. Alors, là, voilà, je vous ai présenté que quelques fiches sur les 11 qui ont été réalisées par la NAP. En parallèle, donc, il y avait aussi un outil d'autodiagnostic. Et là, je laisse la parole à Dimitri. Merci. Alors, donc, l'outil qu'on a réalisé, donc l'autodiagnostic, comme Hélène le disait, c'est un outil qui est en ligne, comme toutes les publications de la NAP. Donc, c'est un outil qui, on l'espère, va permettre d'harmoniser les bonnes pratiques organisationnelles au sein de vos établissements et qui a pour but d'objectiver les progrès dans le cadre d'une démarche de conduite au changement. Donc, c'est un outil qui peut être rempli autant de fois que nécessaire, ce qui permet des comparaisons avant-après et qui va permettre de mesurer un petit peu l'impact des actions d'amélioration que vous aurez menées. C'est un outil qui peut aussi permettre un benchmark, donc qui pourra comparer des services, des pôles, des établissements entre eux, afin de tirer le meilleur parti de chaque organisation. Et c'est un outil du coup qui est disponible en ligne. Voilà. Je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, c'est bien un outil d'auto-évaluation et de gestion des risques et il va répondre à plusieurs objectifs. Donc déjà, ce sera l'occasion de susciter le dialogue entre les différents professionnels concernés dans votre activité. Il va permettre d'évaluer le niveau de sécurisation de votre process, d'établir des priorités dans les actions à mener et il permettra de promouvoir finalement une culture de sécurité partagée et d'engager in fine les acteurs dans des plans d'action concrets. Donc, au cours de la conception de l'autodiagnostic avec le groupe de travail, on s'est finalement rendu compte que les différences entre un autodiagnostic et une cartographie des risques n'étaient pas si évidentes que ça, puisqu'il s'agit d'outils qui sont certes différents, mais quand même complémentaires. Donc, l'autodiagnostic, lui, il est vraiment là pour identifier les leviers qui vont permettre de maîtriser les risques lors des étapes du process, tandis qu'une cartographie des risques, elle reste spécifique à un établissement de santé et il va identifier les risques vraiment opérationnels de l'établissement en question. L'autodiagnostic, lui, va générer automatiquement la priorisation dans les actions à mener en fonction de la pondération qu'on a définie en amont, donc avec le groupe de travail, tandis que la cartographie des risques, elle va dépendre de la criticité, de la gravité propre à chaque établissement. Et enfin, la grande différence, c'est que l'autodiagnostic, il permet un benchmark, tandis qu'une cartographie des risques, elle ne peut pas être comparée avec un autre établissement, puisque par définition, ça reste spécifique aux problématiques d'un établissement donné. Et enfin, l'autodiagnostic, c'est un outil qui est clé en main, qui est normalement assez rapide à remplir, mais qui peut être une base de travail pour aider à construire des cartographies de risques. Voilà, donc là, en fait, au cours des dernières années, la NAP a conçu pas mal d'autodiagnostics, donc anciennement appelés Interdiag. Donc, on a notamment travaillé sur le circuit des médicaments, sur les DM, sur la ST, sur l'approvisionnement. Et puis là, en 2022, on a réalisé 2 autodiag, donc un conciliation médicamenteuse et un radiopharmacie,
qui vous intéresse un peu plus. Donc, l'autodiagnostic pharmacie se décompose en 2 axes principaux. Donc, un axe qu'on a intitulé stratégique, parce qu'il a vraiment vocation à être rempli en présence des directions pour appuyer un peu leurs responsabilités dans la bonne mise en œuvre de votre activité. Donc, il va aborder les thèmes de gouvernance, de qualité, de SI, de locaux, équipements et de formation. Et on a un autre axe qui, lui, va reprendre toutes les étapes de votre processus. Donc là, on vous a mis une petite capture d'écran de l'outil. Donc, c'est un outil qu'on a essayé de faire assez ludique, hein. Donc, pour chaque axe, on a un ensemble de questions avec un petit menu déroulant. Vous pourrez répondre oui, non, parfois non applicable ou non concerné. Et puis à gauche, vous voyez votre taux de remplissage par sous-axe ou bien par axe global. Il y a aussi la possibilité de laisser des petits commentaires pour des questions et que vous aurez après dans vos résultats. Donc là, une fois que l'outil est rempli, les résultats sont générés sous différentes formes. Donc vous aurez un score de maîtrise de risque avec donc un score par sous-axe. Il y aura aussi la possibilité d'avoir des radars par sous-axe. On aura aussi une cartographie des risques, enfin, pas des risques, une cartographie avec un code couleur qui vous permettra de visualiser un petit peu les axes dans lesquels la maîtrise de risque est encore insuffisante. Et enfin, l'outil va générer un plan d'action à prioriser et va reprendre finalement tous les items dont le score de maîtrise était insuffisant. Hop. Donc voilà, donc en conclusion, l'autodiagnostic, il est vraiment là pour essayer d'harmoniser les bonnes pratiques, sécuriser l'ensemble du processus. Et comme il s'agit vraiment d'un outil qu'il faut remplir de façon pluridisciplinaire, donc ça permet de promouvoir vraiment une culture de sécurité partagée et de réaliser des échanges avec vos différents partenaires. Merci Et voilà. Hélène et puis Dimitri pour… Je complète peut-être Marie-Dominique, Oui. juste 2 choses. L'autodiagnostic ou Interdiac sont demandés souvent lors de certification HAS. Et d'autre part, j'ai eu plusieurs pharmaciens inspecteurs qui m'ont dit que ça les aidait à comprendre aussi et qu'ils le demanderont éventuellement lors des inspections parce que pour eux, ça montre votre démarche qualité. On n'est pas bon partout, mais on a pris cet outil vous permet de dire voilà, il me reste ça à faire, à mettre et à monter en qualité. Donc, c'est vraiment important et j'insiste aussi de le faire, comme a dit Dimitri, de façon multidisciplinaire, donc vraiment d'échange, parce que c'est un moment également, quand on le fait, ça prend 2 heures, 2 heures avec les échanges, et quand on le fait, on discute aussi sur les questions, ah ben on n'a pas mis en place ça, et ça met des échanges par rapport à… Ça crée des échanges également. Voilà. Il y a peut-être des questions, je crois. Je vais d'abord peut-être conclure avant, hein, pour cette diapo. Voilà. Donc, simplement, je voulais rappeler, donc conclure, mais en fait, bien dire que justement, c'est complètement, tout est évolutif. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin que chacun puisse faire remonter voilà, ses expériences ou ses documents, par exemple, qualité. Dire aussi qu'on a travaillé donc assez rapidement. En fait, le timing, c'était à peu près le rendu de ces fiches pratiques et puis de cet interdiag à peu près combien de temps? 4 mois à peu près, Hélène, hein, c'est ça? Je ne m'en rappelle plus, Dimitri. On avait ça 5 mois, oui. Comme échéance. Je voulais donner aussi les noms des personnes qui ont participé parce que je pense que si vous voulez après les contacter, ça peut être intéressant. Donc, il y a Dimitri, bien sûr, et Hélène pour la NAP. Il y avait Valérie Ardisson, donc Sandy. Il y avait Attika Chabance, Anthony Cotagatide, Frédéric de Bordeaux, Karine Félix, Christelle Gouin, Patrice Joie,
Sophie Lancelot, Solange Lao, Chloé Lamza, Damien Perronnet, et puis il y avait donc pour la nappe aussi Louis-Paul Paty. Voilà. Donc, je pense que c'est important parce que pour faire remonter éventuellement, parce que si vous avez des commentaires, je crois qu'on peut le faire sur la nappe. Est-ce qu'on peut, quand on a des commentaires à faire? Oui, on peut le faire sur le site. Après, Voilà. vous pouvez nous le faire aussi en directement. Mais c'est comme ça, il n'y a pas de problème. De toute manière, vous pouvez nous contacter directement, ça, il n'y a aucun problème. Et puis, voilà, de toute manière, il y a des questions, il y aura peut-être tout le monde qui y répondront. D'accord, ok. Donc voilà, donc je voulais dire simplement qu'il faut donc faire évoluer. Donc ça nous permettra d'améliorer et de sécuriser nos pratiques. Et puis il faut qu'on se pose la question, de quel niveau d'exigence et d'organisation nous voulons obtenir. Et donc ça passe par toutes ces fiches concepts. Il y a aussi le fait aussi de remplir, on n'en a pas parlé, mais cet interdiag, ce serait bien de le remplir, notamment pour le côté stratégique, en pluridisciplinaire, donc avec les médecins nucléaires, avec le responsable de la PUI, les cadres de santé, les préparateurs, les manipulateurs, pour pouvoir justement prendre conscience d'un temps T0 et puis après des évolutions et des actions correctives à mener. Voilà. Et puis, moi, je trouve que ce qui est bien aussi dans cet interdiac, c'est que ça permettra aussi d'avoir une analyse, hein, et de définir une stratégie, notamment pour le syndicat et puis pour la SOFRA, hein, puisque tous les points faibles qui peuvent être, si on a des problématiques communes, si on voit qu'on a des points faibles qui ne sont pas à maturité, eh bien, on pourra les travailler donc, et faire des groupes de travail dessus. Voilà. Et puis, valoriser notre activité, je pense que c'est vraiment très, très important, comme on l'a dit, en remplissant les unités d'œuvre et puis en sortant de notre, voilà, de cette boîte noire dont on a parlé auparavant. Plus on en parlera, plus on sera transparent et plus il y aura une reconnaissance. Et on peut espérer qu'avec cette unité d'œuvre, un jour, on arrive, comme pour la biologie, au B ou au Z, enfin bon, qu'on ait un acte pharmaceutique. Et je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là. Voilà. Donc, pour conclure, il y a donc, je redonne l'appel à candidature pour travailler sur le contrat, donc radiopharmacie, médecine nucléaire. Voilà. Et maintenant, bah, on a un quart d'heure d'échange, c'est parfait. Alors, on a eu des questions. Alors, ça, Ouais. c'est donc sur les éditeurs de logiciels, ça, c'est Emmanuel, mais ça, bah, il faut les faire bouger. Hein. Ça, on va réussir à les faire bouger au bout d'un moment. Virginie posait la question, est-ce que le document avec les réponses et les commentaires est extractible? Alors, je laisse Hélène répondre. Dimitri, vas-y. Dimitri, je réponds. En fait, vous l'avez après, donc le plan d'action dont vous a parlé Dimitri, vous l'avez effectivement extrait et ensuite il est ouvert. Ensuite, vous pouvez avoir ça en PDF. Et également, vous pouvez ensuite vous le partager si la personne a un compte, c'est-à-dire vous l'envoyez en interne, donc via en ligne, vous pouvez partager. Vous pouvez également, comme pour, je pense que la SOFRA, c'est aussi important, peut-être, ou le syndicat, vous pouvez l'envoyer pour ensuite faire un benchmark entre vous ou justement voir, comme l'a dit Marie-Dominique, où vous êtes peut-être plus faible et travailler dessus. Et ensuite, vous avez en ligne, vous remplissez en ligne et c'est là où vous avez les résultats immédiatement pendant votre réunion, mais on vous a mis aussi un tableau Excel où quand vous n'avez pas la connexion, quand vous pouvez remplir et ensuite vous remplissez en ligne. Voilà. Et après, c'est du Word ou c'est du PDF qui va sortir. Et alors, donc, on a une question aussi, la différence entre la cartographie des risques de la SOFRA et l'autodiag. Alors, bon, il y a cette diapo qui reprend ça. Je ne sais pas, Dimitri, si tu veux en parler. Oui, alors en fait, ce qu'il y avait de moins évident peut-être à saisir au niveau des différences, c'est que l'autodiagnostic,
quand on dit qu'il identifie des leviers, ça veut dire déjà qu'il ne sera pas formulé pareil. Donc, par exemple, dans l'autodiag, on pourrait avoir que les personnes qui réalisent le contrôle et la préparation sont différentes. Donc ça, normalement, c'est une mesure de maîtrise de risque, que les 2 personnes soient différentes. Donc vous allez mettre oui, non, voilà. Tandis que dans la cartographie des risques, ce sera énoncé comme la préparation dispensée n'est pas conforme à la prescription. Et puis, ce sera pondéré en fonction de la gravité, de la criticité que vous aurez déterminée. Mais en fait, c'est pas du tout la, comment dire? Mais la cartographie des risques met en évidence les risques, mais pas les leviers. Nous, on a directement travaillé sur quelles seraient les bonnes pratiques finalement. Et donc, avec le groupe de travail, on a listé. Après, c'est comme disait Marie-Do, c'est évolutif. Hein, ça va évoluer en fonction de vos retours, en fonction des évolutions réglementaires aussi. Mais finalement, c'est dans l'autodiag, qu'est-ce qui devrait être fait pour que ce soit optimal? Et oui, non, est-ce que et où je me situe par rapport à ce qui devrait être fait? Grosso modo. Je ne sais pas si c'est plus clair. Moi, je voulais juste faire une remarque. Moi, je pense que c'est une très bonne question. Pour moi, après, je peux me tromper, mais pour moi, la cartographie des risques, c'est vraiment lié à une organisation interne. Voilà. C'est les problèmes qu'on a au niveau de chacun de notre radiopharmacie. Voilà. Et pour moi, j'irais plus loin. Je dirais que pour moi, mais c'est vraiment un avis très subjectif, hein, la cartographie des risques de la SOFRA, pour moi, c'est déjà un autodiagnostic. C'est un interdiagnostic. Ça ressemble à un interdiagnostic, ce n'est pas vraiment une cartographie des risques. Enfin, pas dans l'ensemble. Dans la cartographie des risques, d'après ce que j'avais compris, il y a la fréquence, il y a la gravité qui intervient, et puis il y a la maîtrise de risque. Là, c'était vraiment, donc je parlais de la cartographie des risques. Pour l'autodiagnostic, là, c'est plutôt essayer de voir, voilà, moi, je ne suis pas bonne, je ne suis pas dans l'axe stratégique, dans la gouvernance, voilà. Et de voir au niveau national, parce qu'après, on a possibilité de récupérer toutes ces données et de se dire, bah voilà, dans les radiopharmacies en France, en général, on n'est pas bon, je sais pas, par exemple, pour les systèmes informatisés. Emmanuel, je sais que ça va te parler. Et là, il faut vraiment faire avancer les choses dans cette thématique. Voilà. On est d'accord qu'il faut les deux, hein, il faut les deux. L'avantage, je trouve, de l'autodiagnostic par rapport à la cartographie, c'est que vous le faites en 2-3 heures. Il y a un effet aussi de montrer tout de suite, finalement, quand vous le faites, imaginons, vous faites une réorganisation, vous faites avec les personnes et ensuite vous montrez que vous maîtrisez plus. Donc, le radar, c'est efficace. Les gens disent, ah ben tiens, on a fait des efforts, mais voilà, ça se voit en fait, ça se voit. Et donc, il y a ça. La cartographie des risques, on en a tous fait. C'est long, c'est parce qu'il faut aller jusqu'à la criticité, la gravité, la fréquence. C'est assez long et en général, quand on l'a fini, on se dit mince, il faut que je la recommence parce que finalement, j'ai bougé. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus rapide et qui montre vos améliorations par rapport à ce que vous avez identifié et un plan d'action. Voilà, mais les deux sont bien sûr utiles, hein, on est bien d'accord sur un établissement. Vous êtes une activité à risque, donc cartographie des risques, c'est évident. Il y en a qui l'ont déjà rempli, l'interdiag, non, par hasard? S'il y en a qui veulent intervenir, qui l'ont déjà… Il y a eu beaucoup de connexions sur le site de la NAP. C'est ce que tu nous avais dit, Hélène. Oui. Beaucoup plus de connexions que de notes de radiopharmaciens. Donc, c'est bien. Non. Et toi, Marie-Do, tu l'avais fait, l'interdiag? Je n'avais pas fait entièrement. Là, il faut que je le termine. Parce que du coup, j'ai voulu vraiment avoir justement les préparateurs, le cadre de santé et un médecin nucléaire. Donc, on n'a pas eu le temps de le terminer. Ça prend quand même un peu de temps quand on essaie de le faire. Voilà. Et c'était très intéressant parce que les préparateurs ont posé beaucoup de questions.
il y a beaucoup de choses qui pour nous étaient évidentes et qui n'étaient pas pour eux. Donc, c'est bien, justement, ça alimente la réflexion collective et puis ils ont découvert des choses. Oui. Ça, je pense, oui, ça permet aussi de faire mieux connaître nos contraintes et voilà, enfin, de ce qu'on recherche en radiopharmacie. On n'est jamais parfait car en permanence, car en permanence en mouvement. C'est vrai. Non, mais après, c'est s'améliorer. De toute façon, on n'atteindra jamais la perfection, mais je pense que voilà, c'est s'améliorer. Et c'est vrai que voir au niveau national, voilà, les endroits où on n'est pas forcément les plus, voilà, où on peut travailler. La cartographie des risques peut. Ça aussi, oui, ça c'est vrai, ouais. Il faut travailler ensemble, mais ça c'est vraiment le mot. Ah oui, parce que sur le circuit du médicament, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, oui, tout à fait. Ouais. Pour travailler ensemble, c'est une très très bonne idée. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend, ouais. Vas-y, Manu. Quand on libère jamais personne, on le fait tout seul. C'est ça, c'est vrai. D'où travailler sur nos organisations. On n'a pas la main dessus. C'est comme les logiciels. Ça devrait être intégré, la formation, justement. Et c'est vrai qu'on oublie. Hein. C'est vrai. Tu as des PPH? Oui. J'ai des manips, j'ai pas la main dessus. Et voilà. Et ouais, je sais bien. Après, une manière d'embarquer aussi, c'est que les référents qualité, les ingénieurs qualité au sein de vos structures connaissent ces autodiagnostics et peut-être d'embarquer par la qualité. En fait, finalement, lors d'une certification, lors d'une future inspection, on a présenté ça à la Sofgress qui est en fait un groupe de qualiticiens. Et je pense que ça, si ça ne vient pas de vous, peut-être qu'ils arriveront à embarquer. Alors, c'est un truc astuce, ça marche ou ça ne marche pas. Hein, mais en amenant par la qualité, finalement, en disant c'est pour la certification ou c'est pour quelque chose, là, on essaye d'embarquer beaucoup plus de monde. Donc, peut-être passer avec la direction qualité et essayer de voir ça. Mais voilà, c'est un truc astuce. Je ne sais pas si ça va marcher, mais… Et les cadres, sinon au moins les cadres. Les cadres. Et puis le chef de service aussi de pharmacie. C'est sûr, plus on est nombreux, mieux on avance, ça c'est certain. C'est certain. Et après, Emmanuel, tout se fait pas. Ce que je veux dire, là, on est en train de mettre justement des outils pour pouvoir progresser et qui sont visibles. Parce que moi, je veux dire, les préparateurs, je ne les ai pas eu tout de suite, il ne faut pas croire. Et ça, par contre, c'était peut-être moins visible. Et justement, c'est l'avantage de ces interdiag. Et puis, si jamais après, au niveau de la certification HAS, au niveau des inspections de la pharmacie, s'en empare, forcément, ça va nous aider. Voilà, ça va nous aider. Et si pour toi, c'est un axe d'amélioration d'avoir des préparateurs, il faut qu'il apparaisse. Il faut qu'il apparaisse. Ou alors, après, une autre solution, c'est si tu as des manips, c'est demander au cadre quel est le temps dédié à l'activité de médecine nucléaire dans son temps d'encadrement et quel est le temps dédié à l'activité de radiopharmacie dans son… Enfin, il y en a qui commencent à avoir des cadres en radiopharmacie. Donc, après, si c'est les mêmes équipes, voilà, poser la question. Déjà, peut-être que le cadre prendra un peu plus de temps sur les activités de pharmacie. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires Non? Bon, on a fait le tour des outils et de l'autodiag. Maintenant, on n'a plus qu'à tous remplir le document pour savoir sur quoi on va pouvoir travailler. Voir si on a le temps de le faire, justement, c'est un très bel indicateur. En tout cas, merci, merci à Hélène et à Dimitri parce que vous avez passé vraiment beaucoup de temps là-dessus. Et ça, c'est des documents qui vont vraiment nous aider
à tous les niveaux. Hein. Je pense que c'est commun avec Dimitri. Ça a été un plaisir de travailler avec vous, de connaître votre métier parce que, voilà, en tant que pharmacien, c'est un métier très technique. Vous étiez tous passionnés par ce métier, donc c'était vraiment enrichissant. On a eu un coup d'entrée hein, parce que vous avez beaucoup de mots techniques comme tous, hein, mais c'était vraiment passionnant de travailler avec vous, que ce soit pour l'unité d'œuvre de pharmacie et que ce soit pour ça. Ici, on a pu être la goutte d'eau qui voilà, faire connaître la radiopharmacie et puis montrer tout ce que vous faites. On en est ravis, c'est notre rôle. Et voilà, je laisse Dimitri peut-être. Mais voilà, pour moi, merci beaucoup. C'est très gentil. Mais idem, hein, c'était super intéressant. Puis comme disait Hélène, c'est vrai que quand on n'est pas dans la filière radiophare, finalement, ça reste un petit peu cloisonné, malheureusement. Même au niveau des internes. Hein, enfin, moi, je suis pas du tout, enfin, je suis dans la filière générale et c'est vrai que j'aurais pas été à la NAP, je n'aurais pas appris beaucoup sur la radiophare. Donc, j'espère que les outils, que les fiches vont aider à diffuser un petit peu plus et à rendre plus accessible, quoi. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas. Et puis bah, bientôt, parce qu'il y aura une suite, hein, j'imagine. Voilà. À suivre, à suivre. On aurait dû terminer comme ça, à suivre. Voilà. Au revoir à tous et puis bon après-midi alors. Hein. Bon après-midi, merci, au revoir. Au revoir, au revoir Hélène, au revoir Dimitri, au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez,